Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. On regarde les titres de l'actualité de ce 7 décembre. Quel collège pour demain? Le Conseil général lance une grande concertation à ce sujet. Plus d'explications dans un instant. La réforme de l'intercommunalité fait une pause. Le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de suspendre cette réforme. Quelles conséquences aura cette décision sur le fonctionnement des communes? Nous verrons ça dans ce journal. Et puis à l'approche des fêtes, nous irons à Mer, dans le Loir-et-Cher, visiter la plateforme colis de la Poste, l'un des 5 plus grands sites de traitement de courrier en France. Mais avant d'ouvrir ce journal, le ras-le-bol du maire de Rochecorbon. Pour la 4e fois en un an, sa mairie a été vandalisée. Les faits remontent à la nuit de jeudi à vendredi dernier. Mais on ne l'apprend qu'aujourd'hui. Plusieurs individus se sont introduits dans le bâtiment pour s'emparer du coffre-fort qui ne renfermait que des documents, mais pesant tout de même 260 kilos qu'ils ont décelés du sol. Vous le voyez, avant de le charger dans le minibus de la commune. Le minibus a été retrouvé incendié quelques kilomètres plus loin dans les vignes. Les gendarmes d'Amboise ont été chargés de l'enquête. Le maire de Rochecorbon a par ailleurs décidé d'implanter une dizaine de caméras de vidéosurveillance prochainement sur sa commune. Quel avenir pour les collèges d'Indre-et-Loire? Un sujet particulièrement épineux en ce moment, notamment avec le collège de Bléré. La présidente PS du Conseil général, Marisol Touraine, a lancé aujourd'hui une grande concertation qui débutera le 13 décembre. Le thème, quel collège pour demain? Et l'objectif, recueillir le point de vue des parents et des enseignants, mais aussi celui des chefs d'établissement. Anaïs Michaud. Je ne connais pas encore de collège gonflable. C'est en ces termes que Marisol Touraine répond à Claude Greff, qui avait affirmé qu'il était possible de construire un nouvel établissement scolaire très rapidement. Si la présidente du Conseil général ironise, elle sait néanmoins que l'heure est grave. Depuis la rentrée, les parents d'élèves de Bléré demandent à ce que le problème de sureffectif dans le collège de la commune soit résolu. Si certaines décisions doivent être prises en urgence, la question est selon elle bien plus vaste et demande une réflexion sur le moyen et le long terme. C'est bien là l'objectif de cette concertation. Il s'agit au fond de faire des propositions, mais d'écouter les parents, les enseignants, les collégiens eux-mêmes, pourquoi pas, dans une concertation qui sera structurée en commission, qui se réuniront au niveau départemental à partir de mardi prochain, jusque vers le mois de février-mars. Ensuite, nous ferons une synthèse de ces réflexions, de ces propositions, pour élaborer un livre blanc des collèges qui nous amènera, à partir de l'été 2012, à prendre un certain nombre de décisions. Des décisions dans 2 domaines, les équipements d'une part et la carte scolaire d'autre part, avec des effets possibles dès la rentrée prochaine. Il s'agit d'apporter des dotations en matériel à certains collèges, de faire des expérimentations, pourquoi pas, de tablettes informatiques ou de tableaux interactifs, si cela apparaît utile. Cela peut aller très vite. Dès la rentrée 2012, nous pourrions expérimenter quelques solutions ou quelques préconisations. Et en attendant, Marisol Touraine réaffirme sa volonté de traiter au plus vite les questions urgentes. Sureffectif à Bléré, reconstruction des collèges d'Azay-le-Rideau et de Neuilly-Pompierre, avec le risque de prendre parfois des décisions impopulaires comme une nouvelle répartition des élèves, pas toujours au plus près de leur lieu d'habitation. J-4 avant le grand Big Bang à la SNCF. Le cadencement soulève, vous le savez, un tollé général auprès des élus et des usagers. Jean-Patrick Gilles, député PS d'Indre-et-Loire, a interrogé le gouvernement hier à l'Assemblée nationale au sujet des changements d'horaire sur la ligne TGV Tours-Paris. En effet, 100% des horaires modifiés sur cette ligne. Je vous propose d'écouter la réponse de Thierry Mariani, ministre des Transports. Il faut souligner le développement de l'offre TGV de la SNCF entre Paris et Tours en 2012, avec l'ajout d'une 8e fréquence quotidienne, qui permettra un dernier départ à 20h38 de Paris durant la semaine au lieu de 19h30 en 2011. En ce qui concerne la pointe du soir pour les voyageurs pendulaires, l'offre à destination de Tours est maintenue, moyennant des modifications horaires d'au plus 10 minutes. En ce qui concerne la desserte du milieu de journée que vous venez d'évoquer, il est nécessaire de replacer son évolution dans le contexte de l'axe atlantique dans son ensemble. D'importants travaux se dérouleront en 2012 et durant les années suivantes pour effectivement remettre, vous y avez fait allusion, en état la ligne classique entre Tours et Bordeaux et construire la ligne à grande vitesse Sud-Europe Atlantique. Ces travaux imposent de réorganiser tous les trains au sud de Tours, ce qui a des effets au nord de Tours également. RFF et la
SNCF étudie actuellement toutes les possibilités de répondre à la demande exprimée par les usagers que vous relayez. Enfin, pour la desserte de soirée de Tours via Orléans, le train Intercité de 22h52 sera à 23h08 au service annuel 2012, dont l'État est autorité organisatrice, sera maintenu les vendredis, samedis et dimanches, jour où ce train répond à une réelle demande. Keolis devrait conserver la gestion du réseau fil bleu jusqu'en 2018. Candidat sortant la filiale de la SNCF, puisque les deux autres géants du secteur, Veolia Transdev et RATP Dev, n'ont pas présenté de candidature. Le tramway redessine la ville. C'est le thème de l'émission spéciale que TV Tours vous propose demain. Au-delà des chantiers et des déviations qui jalonnent les rues de Tours, nous verrons comment le tramway va métamorphoser l'agglomération. Rencontre avec Daniel Buren qui dessine, vous allez le voir, une véritable œuvre urbaine. On regarde un extrait. Avec le tram, la gare de Tours va se découvrir une nouvelle porte, et même 4 portes. Sur la façade qui donne aujourd'hui rue de Nantes, des ouvertures de 7 mètres de haut vont être dessinées pour permettre l'accès direct au quai de gare depuis la station tram. Les dessins sont encore secrets, mais Daniel Buren nous promet des couleurs, des jeux de transparence et de lumière. Mon travail n'est pas spécialement, en général, disons, spectaculaire dans le sens de la forme ou autre, mais là, il est évident qu'il sera difficile de ne pas voir qu'un artiste a fait quelque chose. Et à différents endroits de la ville, Daniel Buren posera sa griffe, ses œuvres urbaines, comme ici sur la place de la Tranchée, créant des espaces visuels sur le passage du tramway. Autour du tram, donc une émission spéciale présentée par Gaëlle Poulain. Elle sera diffusée demain soir à 19h30 sur TV Tours. Ni mariage forcé, ni divorce non consensuel. Ce sont les mots de Jean-François Delage. Le préfet d'Indre-et-Loire a décidé de mettre en sommeil la réforme territoriale. Le schéma de l'intercommunalité divise notamment le Vouvrion au nord de Tours. Alors, quelles conséquences la décision du préfet va-t-elle avoir sur le fonctionnement de ces communes? Élément de réponse avec Florent Carrière. Gelés donc pour un temps les projets de fusion des communautés de communes. Les élus vont avoir du temps pour discuter, notamment sur les points chauds, en Indre-et-Loire, Amboise, mais surtout le Vouvrion, où 3 communes, Parcem-et-Lès, Chanceau-sur-Choisy et Roche-Corbon, souhaitent rejoindre Tours Plus. Un report qui sonne comme une victoire pour les opposants à l'éclatement du Vouvrion. Pour moi, la procédure de départ des 3 communes n'est plus d'actualité. Il faut voir les choses en face. Il avait été clairement précisé à la commission départementale de coopération intercommunale que ce départ ne pouvait pas s'inscrire dans la procédure dérogatoire, que c'était bien dans le schéma départemental que c'était débattu, et le préfet a apporté la réponse hier. Mais reporter l'élaboration de la nouvelle carte intercommunale ne fait pas que des heureux dans le Vouvrion, à commencer par le maire de Parcem-et-Lès. Ça la bloque, non, ça ne la bloque pas, ça fait simplement perdre du temps. Je vous donnerai quelques directives peut-être de la préfecture qui datent d'hier en disant continuez de travailler, en attendant on va travailler sous forme de convention. Mais effectivement on est en train de construire une usine à gaz en attendant de simplifier notre schéma. Une usine à gaz pour faire patienter les communes dissidentes et un statu quo pour contenter les partisans de la CCV durable. Dans ce contexte, les communes du Vouvrion peuvent-elles continuer à travailler ensemble et à développer leur territoire? Le président de la communauté de communes veut en tout cas y croire. Je pense que l'intérêt des maires aussi, c'est de servir leurs concitoyens et cet intérêt général et les entreprises. Donc il est important que l'on travaille de pair jusqu'au moins la fin du mandat. Une CCV qui continuera bien à fonctionner dans le discours des élus, mais une CCV qui ne peut plus avoir de vision d'avenir, plus de grands projets, tant les incertitudes financières sont grandes. Quant aux communes dissidentes, elles aussi vont devoir remettre à plus tard certaines politiques déjà envisagées avec Tours Plus, comme l'aménagement autour de la base aérienne. Bref, on l'aura bien compris, dans le Vouvrion, certains ont peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre.
Direction mer à présent dans le Loir-et-Cher. Dans 2 semaines et demie, c'est Noël et c'est déjà le rush à la poste. La plateforme Colis de mer est l'un des 5 plus grands sites de traitement de colis en France. 80% de l'activité du site se concentre sur les achats Internet. Et en ce moment, ce sont plus de 250 000 colis par jour qui passent par cette plateforme. Visite avec Jérôme Alain. Sur ce carrousel, plus de 13 000 colis sont triés par heure. Chaque envoi à destination de la région centre ou provenant de l'un des 12 départements gérés par la plateforme passe par ici. Ce mardi, 256 000 colis ont été redirigés vers leur lieu de destination. En décembre, l'activité est doublée. Ainsi, plus de 5 millions de colis vont être traités en un peu moins d'1 mois. On est une des plus grosses plateformes du groupe La Poste, donc de Colis Poste, du métier colis pour le tri des colis. Notre métier ici, c'est de trier les colis à destination de la région centre, de la Bourgogne, des Pays de Loire, d'une partie du Poitou-Charentes aussi. Nous travaillons sur des volumes qui sont très conséquents puisqu'on trie 150 000 colis par jour en période normale, on va dire, et 250 000 au mois de décembre. Chaque jour, la plateforme enregistre 100 arrivées de camions pour plus de 120 départs. La moitié des déchargements est devenue automatisée grâce à des camions équipés de socles roulants. Le balai incessant des colis commence alors sur le carrousel où chaque colis va être pesé puis scanné pour être dirigé vers son acheminement final. C'est un carrousel d'1 kilomètre de long, équipé de 1600 plateaux et qui permet de trier simultanément 480 directions, c'est-à-dire 480 bureaux de poste, agences colis poste ou centres de livraison. Sur les 8 hectares du site, actuellement ce sont plus de 300 personnes qui interviennent chaque jour, 22 heures sur 24 pour traiter des flux doublés en cette période de Noël. Chaque année, la plateforme de mer voit passer plus de 42 millions de colis. Samedi dernier, la commune de Ligueuil, au sud de l'Indre-et-Loire, inaugurait 2 stèles en souvenir de la ligne de démarcation qui passait en lisière du centre-ville entre 1940 et 1943. Un travail de mémoire sur un sujet qui a finalement été peu évoqué jusqu'à présent. Des passages clandestins de population au message de renseignement pour les Alliés. Une vraie frontière qui séparait la France occupée par les Allemands et la France libre de Vichy. Florent Carrière a recueilli les témoignages de Ligoniens qui ont bien connu cette époque. Voici l'un des panneaux d'époque indiquant la ligne de démarcation à Ligueuil. La ville est alors en zone occupée, mais à quelques centaines de mètres, la France libre. Michel Chrétien s'en souvient bien, il avait l'impression d'être devenu un frontalier. Les routes donc étaient barrées, vous aviez une guérite au moment où les soldats montaient la garde et les patrouilles. Si elle n'était pas matérialisée par les routes, elle était matérialisée dans les champs par des poteaux noirs, blancs et rouges qui étaient environ tous les 100 mètres. À l'époque, Michel Chrétien n'a que 10 ans. Lui et sa famille vivent dans une ferme à 300 mètres de la ligne. Ils ont alors hébergé des fuyards à plusieurs reprises et les ont fait passer en zone libre. Pour eux, pas de laisser-passer, mais de la ruse, camouflés dans un convoi agricole, ou la nuit, en espérant ne pas être débusqués par les Allemands, bien souvent planqués pour surveiller. Il y avait une astuce qui consistait à... Il y avait un fil détendu et on mettait un drap ou une couverture qui, quand cette couverture était accrochée, ça signifiait qu'on pouvait passer. Entre les Ligoliens et les douaniers, au début, les rapports sont cordiaux. Il y avait d'ailleurs des ordres de Berlin pour ne pas traumatiser l'occupé. Mais la résistance et les passages clandestins de population ou de renseignement vont durcir les rapports et confronter la population aux horreurs de la guerre. Claude Lamiraud a été maintes fois confronté à des contrôles musclés, comme ce jour où c'est un chien qui l'empêche de continuer. Et il est sorti deux Allemands du bois et ils m'ont questionné, posé des questions. Il me dit, puis au bout d'un moment, ils me disent, bah, tu passes du courrier. J'ai dit non. Il me dit si, il dit allez, quitte ta chaussure, déchausse-toi. Alors je présente mon pied droit. Il me dit non, pas celui-là, l'autre. J'ai présenté l'autre, me suis déchaussé et j'avais pas de courrier. Mais le courrier était dans la chaussure droite, alors donc j'ai eu la chance. La chance et l'intelligence le sauveront plusieurs fois, y compris sous la menace des armes. Mais Ligueuil a également ses martyrs, comme la famille Pro, considérée par les Allemands comme espionne. Parents et enfants ont été fusillés en août 1944.
Et puis on termine cette édition avec ces photos. Elles sont tirées de l'exposition Nuit Noire. Une exposition que vous pourrez voir dans la cour d'honneur du lycée Descartes à Tours. C'est Léopold Sédar Senghor qui a inspiré 4 artistes vidéastes du monde entier. Ce poète, écrivain et même homme politique sénégalais a donné ses premiers cours de grammaire au lycée Descartes entre 1936 et 1937. Une exposition qui commence demain soir en présence des artistes à 17h et qui se terminera samedi. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, restez avec nous. Albert Baudré, porte-parole du mouvement du Nid en Indre-et-Loire, sera notre invité de la rédaction. À tout de suite.